Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire de la CCI France-Suisse consacré au secteur de l'aménagement urbain en Suisse qui est en plein essor et qui offre de nombreuses opportunités pour les entreprises françaises du secteur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Madame Adriana Rabinovic, qui est responsable du domaine agglomération et région de la Direction générale du territoire et du logement de l'État de Vaud, ainsi que Madame Juliette Pfisterer, chef de projet à la CCI France-Suisse. Alors, vous avez à disposition une petite chatbox qui vous permettra de poser vos questions au fil de l'eau et que nous traiterons en fin de webinaire. Alors, au sommaire de ce webinaire, nous allons évoquer tout d'abord quelques fondamentaux suisses, puis je laisserai la parole à Madame Adriana Rabinovic. Ensuite, Juliette Pfisterer vous parlera des différentes opportunités du secteur sur le marché suisse. Nous vous présenterons brièvement notre organisation et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses. Voilà, donc je vous propose de démarrer tout de suite avec quelques fondamentaux suisses qui sont essentiels quand vous approchez et vous souhaitez vous développer sur le marché suisse. Slide suivante. Voilà, alors la Suisse, c'est une confédération, c'est un pays, on pourrait presque dire qu'il y a 26 Suisses dans un seul pays, puisque la Suisse est divisée en 26 cantons, avec des spécificités linguistiques qui sont extrêmement marquées, puisque vous le voyez sur la carte, la couleur bleue qui ressort de manière assez évidente, puisque à 60%, l'allemand est parlé sur le territoire suisse, puis le français, l'italien et le romanche. Donc, vous avez déjà ce multilinguisme, ces différences culturelles qui cohabitent au sein d'un même pays et qui confère à la Suisse une identité nationale extrêmement forte. Alors, la Suisse, comme vous le savez, est un pays ami et voisin, mais ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle a sa propre monnaie, ses propres règles, sa propre fiscalité. Même, on peut dire, elle est divisée par canton. Même si nous avons un accord de libre circulation des marchandises avec l'Union européenne, elle a des spécificités qui sont très fortes. Et notamment, lorsque vous exportez en Suisse, vous avez des droits de douane qui sont importants, et ainsi que pour le détachement de personnel, pardon. Là aussi, il y a des limitations qui sont importantes et il faut bien vous renseigner au préalable pour pouvoir vous enregistrer afin d'être en règle lorsque vous détachez du personnel en Suisse. Alors, la Suisse, c'est un pays extrêmement attractif avec une qualité de vie, de service, de main-d'œuvre et une fiscalité qui est très intéressante et donc qui attire énormément d'entreprises sur le territoire. C'est un petit pays de 8,5 millions d'habitants, composé d'un quart de la population étrangère. Nous avons en Suisse une grande partie aussi de la classe d'âge qui est en apprentissage très tôt, puisqu'on a un mode d'éducation qui est un petit peu différent de celui en France. Et c'est vrai que très tôt, les jeunes peuvent prendre une orientation professionnelle et se former à de futurs métiers. Alors, très régulièrement, la Suisse apparaît comme le pays avec le pouvoir d'achat le plus fort, un des plus élevés au monde. On voit qu'on a une concentration de millionnaires extrêmement importants sur le territoire. Au classement mondial du PIB, la Suisse arrive en 19 positions. Et c'est vrai que Zurich, Berne et Genève font partie des villes européennes les plus chères. En termes de mode de travail, là aussi, ça diffère. Les conditions sont un petit peu différentes puisque les Suisses travaillent en moyenne 42 heures par semaine, ont 4 semaines de congés payés et partent à la retraite à 65 ans. Alors, le taux de chômage est effectivement un des plus bas en Europe, 2,9%, avec un salaire horaire
qui est effectivement relativement élevé. Hein. Les salaires sont effectivement plus élevés, mais la main-d'œuvre aussi coûte naturellement plus cher en Suisse. On a un flux aussi de passagers entre les deux frontières assez conséquent, puisqu'il y a autant de travailleurs français qui travaillent en Suisse que de travailleurs suisses qui travaillent en France. Et donc, il y a une grande fluctuation de ces deux populations des deux parts de la frontière quotidiennement. La Suisse est également très réputée pour son innovation. Elle est extrêmement tournée vers l'international. Elle ne dispose pas de frontières maritimes, donc elle est très tournée vers ses voisins, qui sont aussi ses principaux partenaires commerciaux, comme la France et l'Italie. Et le tissu industriel, économique, est majoritairement composé de PME, c'est-à-dire des entreprises moins de 250 salariés. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors quand vous abordez le marché suisse, c'est vrai que c'est un marché qui est particulièrement mature et très exigeant. Donc, il est très important pour vous, entreprises françaises, de pouvoir proposer, d'être force de proposition et d'avoir une offre produit ou de service à forte valeur ajoutée pour aller capter l'intérêt des entreprises suisses. Alors, pour cela, on vous recommande, on vous incite vivement à pouvoir vous équiper d'outils marketing, mais aussi d'aide à la vente qui soient naturellement qualitatifs, le plus précis possible, d'avoir des supports de communication qui soient adaptés à ce que je disais à l'instant, à tout ce marché très, très atypique, multiculturel, multilinguistique. Si vous vous implantez dans le canton de Vaud, ça ne sera pas la même démarche que si vous vous implantez dans le canton de Berne. Donc, il faut véritablement adapter vos outils, votre communication. Et c'est vrai qu'on a vu que la Suisse alémanique, qui est véritablement le cœur économique de la Suisse, c'est très important et ça sera extrêmement mieux perçu si vos outils sont traduits en allemand. Alors, naturellement, il convient de bien se renseigner sur ces interlocuteurs, de pouvoir bien connaître naturellement leur secteur d'activité, ce qu'ils font, leurs équipes, leurs capacités financières pour assurer le meilleur suivi de votre prospection. Et puis, il faut capitaliser sur vos références. Si vous avez déjà travaillé à l'export, si vous avez déjà travaillé sur la Suisse, vous avez déjà été porteur d'un projet, on vous invite aussi à pouvoir le mettre en avant, ce qui permettra de rassurer vos interlocuteurs et de démontrer que vous avez déjà une connaissance du marché et que vous avez déjà réalisé des projets sur Suisse. Voilà, comme je le disais, parmi les outils, effectivement, avoir une liste de prix en francs suisses en prenant bien en compte la TVA suisse qui est ici à 7,7%, les taxes douanières pour pouvoir calculer naturellement le prix le plus juste. Peut-être un prix qui sera un petit peu plus cher, mais ce qui n'est pas nécessairement un frein pour les Suisses. En revanche, le point d'attention essentiel, c'est véritablement la qualité de service, la qualité de vos produits que vous allez mettre en place. Il faut absolument respecter vos engagements et ne pas être déceptif lorsque vous vous lancez sur le marché suisse. Car toute déception sera malheureusement irrévocable. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la Suisse, donc, on vous conseille quand même d'avoir effectivement une stratégie omnicanale et de pouvoir vous appuyer déjà sur un acteur local qui est déjà implanté, qui est déjà développé sur le marché suisse, qui a déjà un portefeuille de clients, qui a déjà un réseau, qui va vous permettre de faciliter toutes vos démarches sur le territoire suisse, que ce soit au niveau de vos démarches de dédouanement, logistique,
tous ces aspects-là qui sont naturellement perçus comme des freins par les entreprises françaises, si effectivement vous vous déchargez auprès d'un intermédiaire en Suisse, vous serez beaucoup plus confiant dans votre projet. Et puis, effectivement, ça sera beaucoup plus sécurisant dans le cadre de votre relation commerciale. Donc, on vous invite le maximum possible à helvétiser cette démarche, aussi bien d'un point de vue comptabilité et gestion, de pouvoir aussi délivrer des factures en francs suisses. Ça sera extrêmement apprécié plutôt qu'en euros, même si évidemment en Suisse, on traite également les factures en euros. Et puis d'avoir un intermédiaire aussi qui soit le point de contact pour toute la partie service après-vente et maintenance. Alors, toute cette démarche d'éveltisation vous permettra véritablement de créer une relation de confiance avec votre interlocuteur et pérenne. Alors, quelques conseils pour réussir en synthèse, pour réussir sur le marché suisse. La Suisse est un État confédéral. Et vous avez vu, il y a quatre langues, presque 26 cultures, on pourrait dire, différentes, avec une frontière culturelle importante qui est celle du Röstigraben, qui sépare la Suisse romande de la Suisse alémanique, avec véritablement des cultures, des manières de fonctionner qui sont radicalement différentes d'une partie à l'autre de la Suisse. On a vu qu'il y avait un attachement local très fort, donc c'est vrai que quand vous demandez à un Suisse d'où il vient, donc il va vous dire qu'il est valaisan par exemple, qu'il vient de la ville de Martigny, il précisera qu'il est de Martigny-Croix. Donc voilà, il y a un attachement effectivement très important. Et c'est vrai que les Suisses connaissent très bien la France, ils connaissent très bien l'actualité de notre pays. Je pense que c'est très important aussi de montrer en retour qu'on connaît aussi ce beau pays qu'est la Suisse. Après quelques notions importantes, c'est cette notion du consensus qui est une valeur véritablement clé dans la culture suisse. On essaye toujours d'arriver à la meilleure solution pour tout le monde. Voilà, c'est cette culture du compromis, et ça, dans vos relations d'affaires, c'est très important de le garder constamment à l'esprit. Que ça soit d'ailleurs dans vos relations d'affaires, ou je dirais même au quotidien, c'est vraiment une des particularités de la Suisse. Alors, c'est vrai que quand vous êtes en rendez-vous avec un interlocuteur, là aussi, on a pu observer, tout ça, c'est des retours terrain qu'on a recueillis depuis de longues années d'expérience du marché suisse. C'est vrai que l'attitude des Français peut être parfois perçue comme très conquérante, d'arriver effectivement en terrain conquis. Donc, c'est vrai que la notion d'humilité est très importante aussi. Voilà, soyez humble, soyez simple, soyez pragmatique, allez à l'essentiel dans vos discours, dans vos relations avec les interlocuteurs suisses. Soyez également ponctuel. Ça, c'est la notion de l'heure est également essentielle. Je vois que Madame Rabinovitch, vous souriez à ce que je dis, mais c'est vrai, on n'est pas. Il y a le fameux quart d'heure de politesse en France, mais en Suisse, voilà, il n'est pas perçu de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'il est très important. Et ces premières impressions, elles sont essentielles véritablement pour nouer un climat de confiance avec vos interlocuteurs. Et puis, la Suisse est un pays de réseau. Donc voilà, il y a énormément de réseaux en Suisse, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, des affaires, des associations professionnelles. C'est un pays corporatiste où les réseaux jouent un rôle véritablement essentiel. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que si effectivement demain, dans le maillage de votre projet, il y a
et une défaillance et que vous n'apportez pas satisfaction, c'est vrai que là, ça risque d'être compliqué ensuite pour vous de poursuivre sur le marché suisse parce que tout se sait et après, vous aurez une image qui ne sera pas forcément très positive. Voilà, et puis enfin, un dernier conseil, ne restez pas trop franco-français, il faut se mélanger, il faut aller rencontrer effectivement les Suisses, les différents étrangers qui sont effectivement implantés en Suisse. Les relations sont longues à bâtir, c'est vrai que les choses vont plus lent, mais je crois qu'il faut réussir à se projeter sur le long terme lorsqu'on entame une, une implantation en Suisse, que ce soit dans le cadre d'un projet ou de la création d'une filiale, par exemple, sur le territoire suisse. Je crois qu'il faut véritablement vous dire que le cycle de développement va être un petit peu plus long, mais la relation sera extrêmement qualitative et sur le long terme, vous serez extrêmement gagnant. Donc tout ça, ce sont effectivement voilà, des conseils pour que vous puissiez effectivement être le plus armé possible dans votre relation d'affaires avec les interlocuteurs suisses. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie conseil. Je vais laisser donc la parole pour qu'on rentre à Madame Rabinovitch pour qu'on rentre un petit peu plus dans le détail et dans le secteur qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Claire pour surtout cette introduction absolument, quand on l'entend, vraiment remarquable. Je trouve que sont pointés vraiment des aspects de la culture que j'ai apprises parce que mon accent effectivement me dénonce clairement. Ça fait 30 ans que je suis en Suisse, je suis devenue suissesse par naturalisation et je suis née à Buenos Aires en Argentine. Donc effectivement, de dire que c'est que la culture m'était éloignée profondément quand je suis arrivée. Alors, merci aussi au CC France Suisse de cet intérêt que vous portez un peu à nos activités qui peuvent, quand on ne connaît pas effectivement nos projets, peuvent paraître un petit peu lourds puisqu'on travaille effectivement dans une administration cantonale. Alors, on peut passer peut-être à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais vous parler des projets d'agglomération. Pourquoi des projets d'agglomération? Parce que ce sont aujourd'hui un petit peu des projets phares qui s'inscrivent dans une politique fédérale dans laquelle on cherche vraiment un développement coordonné, dynamique des différents volets qui relèvent du développement territorial, mais notamment de mettre en relation toute la problématique de la mobilité, de l'accessibilité par différents moyens de transport, qu'ils soient publics ou privés, ou individuels, comme on dit, et aussi tout le développement territorial. Donc, très rapidement, pour que vous ayez un peu une vision, ça c'est vraiment tous les territoires de la Suisse, la notion d'agglomération, c'est la notion d'un territoire fonctionnel. Donc, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui ont été dites auparavant. C'est un pays fédéral, mais c'est aussi un pays où la notion, en tout cas dans le canton de Vaud, la région comme on la connaît en France n'existe pas. La région comme unité politique ou administrative, on n'a pas cet échelon au canton de Vaud. Il y a aujourd'hui 49 projets d'agglomération. Ce sont 6 millions d'habitants qui vivent dans le périmètre d'un projet d'agglomération ou dans le périmètre d'une agglomération. Et on parle à ce jour de 7 milliards d'investissements de la Confédération au titre justement de financement, de cofinancement fédéral pour des mesures de mobilité, pour des infrastructures. Si on passe à la diapositive suivante, là je vais me centrer un tout petit peu sur les cantons de Vaud. Pour vous dire que sur le territoire vaudois, nous avons à ce jour 5 projets d'agglomération. Ils occupent 5% du territoire, donc la surface du canton, mais ils accueillent 60% de la population et 70% des emplois, c'est-à-dire ces 5 tâches un petit peu orange que vous voyez. Les territoires sont un peu plus larges, mais ce sont les territoires de projet. Et ce qu'on doit faire dans ce projet d'agglomération, concrètement, c'est créer les conditions d'accueil entre fin 2015 et fin 2030. Après, il y a différentes étapes pour accueillir 140 000 nouveaux habitants et 70 000 nouveaux emplois.
Je vais me centrer pour illustrer un tout petit peu les différents niveaux des projets, les différentes échelles et les différentes étapes sur le projet d'agglomération Lausanne-Morges, qui est le projet qui se situe effectivement au centre. Et ce projet qu'on appelle le PALM, il est vraiment connu comme le PALM, projet d'agglomération Lausanne-Morges. Dans ce territoire que vous voyez un petit peu, c'est sur la tache un peu plus blanche. Le reste, c'est vraiment un territoire plutôt statistique. On doit accueillir entre fin 2015 et fin 2030, 75 000 nouveaux habitants et 45 000 nouveaux emplois. Je souligne la question du partenariat des 26 communes, puisque, comme j'ai dit, la région n'existe pas. Comme Claire l'a dit aussi, effectivement, c'est un pays fédéral, mais en dessous de l'échelon cantonal, il y a un échelon qui est très, très important, en tout cas dans le canton de Vaud, qui est l'échelon de la commune, qui serait l'équivalent de la municipalité. Et les communes dans le canton de Vaud, en termes d'aménagement du territoire, il faut savoir qu'elles ont quand même elles sont autonomes. Et elles peuvent effectivement, tout ce qui concerne l'opportunité du développement reviennent à la commune. C'est un niveau décisionnel essentiel. Et les cantons ne peuvent se prononcer qu'en légalité. Ce qui veut dire que quand on fait des projets d'agglomération, on fait des projets négociés en permanence. Et dans ce cas-là, ce sont 26 communes, 5 secteurs qui sont intercommunaux, il y a encore 2 associations régionales au sens de l'association plutôt économique, et il y a aussi les cantons. Donc, ces termes consensus, effectivement, ce sont des projets négociés dans lesquels on cherche en permanence un consensus pour pouvoir faire du développement au-delà de la commune. À ce jour, on a déposé auprès de la Confédération 3 projets et on a obtenu un cofinancement fédéral pour un demi-milliard environ sur un coût total des infrastructures de 1 500 millions environ. C'est quoi après un projet? On dit dans le PALM, nous avons 400 mesures. C'est quoi un projet? Ce sont en tout aujourd'hui 400 mesures dans le domaine de l'urbanisation, du paysage, de la mobilité, de l'environnement. Ce sont des projets communaux, intercommunaux ou parfois vraiment à l'échelle de toute l'agglomération. Et dans un même site, vous pouvez avoir différents types de mesures. Donc, je vais illustrer un tout petit peu justement sur un site qui s'appelle le site de Malais. On peut passer à la diapositive suivante. Malais était c'est une fiche industrielle et ferroviaire qui était sous-exploitée et que lorsqu'on a élaboré les premières générations de ce projet d'agglomération, on a identifié tous ces secteurs comme un vaste secteur, comme cette friche industrielle qui pouvait vraiment avoir des potentiels de développement très importants. Donc, on peut passer à la diapositive suivante juste pour avoir un peu une idée un peu de l'étendue de ces secteurs. C'est vraiment un grand potentiel de développement. Là, vous avez, donc, toutes ces photos ont été prises au fur et à mesure depuis 2007. Donc, déjà, la patinoire, vous allez voir, elle a été construite. Parfois, ce sont des images de synthèse, juste pour dire que ces photos ne sont pas forcément le rendu final de ce qui va être fait à la friche de Malais. Mais vous voyez que c'est vraiment une énorme friche ferroviaire dans laquelle on a identifié des secteurs qui peuvent être rénovés, des secteurs qui peuvent être densifiés. Ce sont 90 hectares, non, pardon, 80 hectares. Je crois que je vais dire les chiffres en Suisse. 80 hectares dans la partie ouest de Lausanne et c'est vraiment un site stratégique pour le développement qui se situe sur 3 communes, comme vous voyez en bas, la commune de Lausanne, la commune de Pries, la commune de Renon. Donc, on identifie ces secteurs, on les définit comme un site stratégique pour que vous voyez un peu les étapes. Et déjà en 2005, on engage des études stratégiques pour avoir une vision de comment ce site devrait se développer. Quelques résultats un tout petit peu de ces études, c'est que il est possible d'accueillir dans tous ces secteurs 2600 nouveaux habitants et 5000 nouveaux emplois, qu'on peut effectivement travailler parce qu'il y a des terrains communaux, il y a des terrains cantonaux, il y a des terrains à différentes échelles. On peut vraiment recréer un centre urbain emblématique pour toute cette agglomération. En termes de développement en surface, il avait été calculé au début environ 250 000 m² de surface des planchers. Et puis dans le but effectivement de un petit peu refaire de cette friche industrielle vraiment un lieu de vie
L'investissement au début était à environ de 1 milliard de francs prévus entre fonds publics et privés. Et aussi sur ces secteurs, vous allez voir l'image, le but était aussi de réaliser l'infrastructure pour les Jeux olympiques de la jeunesse qui ont eu lieu en février de cette année. On peut donc passer à la diapositive suivante. En 2005, on identifie ces secteurs, on s'est donné une idée, c'est ce qu'on appelle nous des grandes études stratégiques, donc de planification stratégique. Et en 2008 déjà, le bureau qui est responsable de tous ces secteurs fait des études tests d'urbanisme. Études tests d'urbanisme, c'est une procédure typique en Suisse assez connue, en fait, dans lesquelles on invite différents bureaux pour faire des études tests. Et effectivement, parfois, il y a commande à la fin des processus, parfois pas, ça dépend un tout petit peu des conditions. Mais ce qu'on va faire, justement, c'est tester, passer à une échelle plus concrète, c'est dire, sur ces différents secteurs qui ont été identifiés, finalement, quelle forme, quel visage on pourrait développer, c'est des concours. Et là, je vous montre donc les résultats d'un des bureaux, en fait, qui a été primé et qu'il propose quelques principes urbanistiques majeurs qui est défini un peu la vocation de chacun de ces secteurs, parce que je vous parle d'abord d'un grand développement, mais finalement, il y a des sous-quartiers. Qu'est-ce qu'on va prôner dans certains types de quartiers? Est-ce que c'est plutôt du logement, c'est de la mixité? Quel type d'activité ou quel type de mixité? Et aussi, qu'est-ce qu'on va faire en termes de paysages, de préservation peut-être de certains bâtiments ou certains secteurs emblématiques qui sont déjà construits, comment on va les maintenir ou les rénover, etc. Donc, on fait ces études tests, je parle, en 2008. Et après, on peut passer à la slide suivante. On va passer dans tous ces types de processus, on va de ces macro-planifications stratégiques, on va commencer à traduire toutes ces idées qui résultent plutôt des concours d'architecture, des grandes planifications stratégiques. On va commencer à les traduire dans ce qu'on appelle, nous, les instruments d'aménagement du territoire. Et là, on a différents types d'instruments. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais il y a des instruments que nous, on appelle gris, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément des bases légales, mais qui permettent des accords de volonté entre les parties, mais qui ne sont pas opposables à des tiers, ou vous avez aussi d'autres instruments, des planifications directrices qui ont des bases légales et qu'elles peuvent après être opposables aux tiers. Là, juste deux images d'un petit sous-secteur, effectivement, bon, c'est pas un petit, d'un secteur de tout ce que je vous ai montré de la friche de Malais, qui a fait l'objet d'un concours international d'urbanisme. Pourquoi un concours international d'urbanisme pour les espaces publics? C'est parce que les types d'instruments qu'on a en Suisse pour ces grands projets, quand on va passer à affecter le sol, quand on passe de la planification stratégique à l'affectation du sol, on ne peut pas traiter de l'espace public. Et souvent, dans ces grandes idées d'urbanisme, après, on peut s'occuper effectivement de la parcelle privée qui a un propriétaire, qu'il soit privé ou public, mais la question de cet espace public, que pour ces grands projets est essentielle, parfois va être difficile à veiller ou à concrétiser. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un concours international pour analyser en particulier tous ces espaces publics. Et ensuite, ça a donné lieu effectivement à un plan directeur qui s'appelle un schéma directeur intercommunal des Malais, dans lequel déjà on va dire un petit peu comment on va proposer d'affecter le sol concrètement sur les différentes parcelles ou sur les différents secteurs. Pourquoi je vous dis tout ça? Et en dessous, vous voyez des différentes années, différents noms. C'est parce que pendant tous ces processus, ce que nous on fait, c'est que ce soit nous cantons, nous bureau intercommunal, on va faire appel à des bureaux d'études. Et souvent dans ces bureaux d'études, plus on est dans l'échelle stratégique, effectivement, et puis qu'on va chercher un peu l'ouverture des idées, il y a des possibilités, ça je vais résumer un petit peu à la fin, il y a des possibilités effectivement en association avec des groupements de pouvoir contribuer et participer à l'élaboration de ces études stratégiques qui se font selon différents types de marchés, différents types de mandats. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. En 2012 déjà, on va inaugurer justement une nouvelle halte, ça, parmi tout ce qui était décidé de faire, on a eu l'opportunité de pouvoir développer une nouvelle halte ferroviaire qui fait partie de tous les réseaux régionaux qu'on appelle, qui est la halte de Prix-Malais. Et cette halte a pu bénéficier des cofinancements fédéraux
aussi, avant qu'on ait mis en place toute cette politique fédérale des projets d'agglomération, ce qu'on a appelé des projets urgents. Et puis, le cofinancement fédéral était des 40 millions sur un coût total environ de 80 millions. Valeur 2015, 2005, pardon, sans TVA. Donc, ne prenez pas ces chiffres comme de l'argent comptant, puisqu'effectivement, ces calculs se font selon des benchmarking un petit peu particuliers. Et puis, en 2015, le site a été labellisé comme un site à 2000 watts, il me manque un zéro, donc qui est effectivement un objectif important de tous les projets qu'on développe actuellement. Si on passe à la slide suivante, comme je vous avais dit, l'un des objectifs était aussi de pouvoir accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. Et là, vous voyez un peu une photo de ce qui est devenu actuellement la Vaudoise Arena, qui est le centre. Avant, c'était une patinoire importante, mais elle ne pouvait pas accueillir les Jeux olympiques. Donc, en 2014, il y a la naissance du projet. On soumet à concours d'architecture ce site et comme je vous ai dit, on doit affecter le sol et cette fois-ci, pour aller très vite et au vu de l'intérêt aussi que ce projet a, on fait un plan d'affectation cantonal. Un plan d'affectation cantonal, c'est quand c'est le Conseil d'État directement qui commande l'affectation et qui va faire l'approbation. Donc, c'est beaucoup plus rapide que de faire un plan d'affectation qui n'est pas piloté par les cantons, qui peut durer parfois, c'est des procédures qui peuvent durer 5, 6 années. 2015, on sélectionne les projets lauréats d'un bureau local. Et puis là, d'autres opportunités, effectivement, parfois, tous ces concours d'architecture sont ouverts, effectivement, selon les marchés publics. Je ne peux pas vous dire exactement les conditions, mais il y a des opportunités aussi de participer, effectivement, à ces concours d'architecture, des concours d'urbanisme aussi. Et en 2016, le Conseil d'État vaudois approuve ces plans d'affectation cantonale et met à l'enquête publique le projet définitif. En 2017, démarre la construction et en 2018, cela devient un partenariat effectivement public-privé de ce qu'on appelle aujourd'hui espace Malais et qui est devenu donc la Vaudoise Arena parce que c'est un joint venture avec la Vaudoise et la Banque cantonale. Donc ensuite, en 2019, premier match de Lausanne Hockey, qui est très connu ici, donc un match assez emblématique. Et puis en 2020, on accueille les Jeux olympiques de la jeunesse. Alors, si vous dites à quelqu'un, donc 6 ans pour faire ce travail en termes de délai en Suisse, c'est vraiment assez remarquable. Ce sont des délais toujours très longs dans la planification et la réalisation. Mais là, voilà, le but a été respecté. Et si on passe à la diapositive suivante, donc aujourd'hui l'horizon, donc chaque secteur, je vous ai montré 2 projets, il y a beaucoup de projets qui se développent, il y a des quartiers, il y a un quartier, un écoquartier aussi qui est au concours, donc il y a énormément de secteurs qui sont en développement et le but, un peu l'horizon temporel, c'est qu'en 2025, on pourra réaliser un peu ces potentiels d'accueil sur d'habitants et d'emplois sur cette friche des Malais avec, comme je vous avais dit, 250 000 mètres carrés environ de surface brute de plancher, 2500 habitants et environ 1500 emplois. Ça, c'est l'un des secteurs. Donc, il y a beaucoup, si vous parcourez un tout petit peu les différents sites Internet, vous verrez qu'il y a différents labels. Il y a Malais Gazomètre, il y a Malais Centre, il y a Malais Gare. C'est-à-dire ce sont tous les sous-secteurs qui après deviennent quartiers jusqu'à ce qu'on va à la construction des différents projets qui se construisent dans cette friche. Ça, c'est une friche. Il y en a énormément. Donc, pour vous dire, si je remonte en généralité, vous pouvez aller jusqu'à une piste cyclable comme ouvrage qui fait partie d'un site plus important, qui fait partie d'une friche, et qui fait partie encore d'une région et d'un projet d'agglomération. Tout ceci est coordonné dans chaque projet d'agglomération qui est présenté à la Confédération tous les 4 ans pour obtenir des cofinancements fédéraux pour les infrastructures de transport. Voilà, donc si vous souhaitez aller un peu plus loin, j'ai mis quelques références. Simplement, il y en a beaucoup. Une fois que vous commencerez à aller là, vous allez voir que tous les sites sont un peu mis en réseau et vous pouvez trouver énormément d'informations sur les différentes échelles des projets, processus et partenaires qui sont impliqués.
Merci beaucoup, Madame Rabinovitch, pour ce témoignage et ce partage de projets fort intéressant. Vous êtes dans une région qui est extrêmement dynamique avec plein de développements et d'évolutions qui sont en cours. Là, je vous propose qu'on reparte sur un aspect un peu plus pragmatique des différentes opportunités d'affaires en Suisse, avec donc Juliette Pfisterer, qui est chef de projet à la Chambre de commerce France-Suisse. Merci beaucoup Claire, merci Madame Rabinovitch pour cette présentation très intéressante. Donc effectivement, comme indiqué par Claire, je vais présenter les opportunités d'affaires en Suisse dans le secteur urbain, puisqu'effectivement, la CCI France-Suisse organise sa première rencontre d'affaires franco-suisse sur la thématique de l'aménagement urbain. Donc, l'objectif premier de cette manifestation est de pouvoir mettre en relation des décideurs suisses du monde urbain avec donc des prestataires fournisseurs français qui sont actifs dans ce milieu-là. Donc, on a donc deux profils différents. Donc, d'un côté, les Suisses. Donc, ce sont des architectes communales, des architectes urbanistes, également des entreprises générales de construction, les grands noms comme Implenia, Steiner, Losinger Marazzi, ou bien aussi des régies publiques comme les CFF. Et puis, d'un autre côté, donc, les Français qui proposent du mobilier de repos, des équipements d'éclairage public, matériel d'information, de communication, aires de jeu, enfin vraiment tout ce qui touche finalement au paysage urbain. Un petit mot sur le format de cet événement qu'on organise très régulièrement sur différentes thématiques. Donc, elle va se dérouler sur une journée entière avec une première partie, une matinée de cycle de conférences, de prise d'informations à destination des entreprises françaises, et puis donc l'après-midi entièrement dédié au rendez-vous B2B entre les Français et les Suisses. Donc là, sur cette slide, on a vraiment le programme pour cet événement. Donc on débutera la journée à 10h, et puis les conférences débuteront à 10h30 par d'abord une présentation sur les aspects réglementaires. Donc vraiment toutes les questions sur le détachement du personnel, la TVA, représentation fiscale, ce dont Claire en a parlé ultérieurement, donc qui sont des questions assez basiques finalement, mais primordiales pour vendre en Suisse. Ensuite viendra un témoignage de la société ProUrba, actif bien évidemment dans le mobilier urbain, qui témoignera sur son implantation en Suisse, qui est déjà là depuis quelques années. Et puis, on terminera ce cycle de conférences par une table ronde d'experts suisses qui témoigneront sur des projets urbanistiques en Suisse. Ensuite, le déjeuner de networking, qui est là également un moyen de pouvoir discuter de façon informelle avec tous les participants. Et puis, donc, ce volet business, cet après-midi entièrement dédié au rendez-vous B2B avec les décideurs suisses par tranche de 30 minutes, sachant que on va dire la particularité est que ces rendez-vous seront préqualifiés, les participants vont pouvoir interagir via une plateforme sur Internet et donc avoir un agenda personnalisé le jour J. Voilà. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, voilà à peu près en quelques minutes une présentation de cette première rencontre d'affaires qui promet d'être riche en informations. En tout cas, la phase d'inscription est toujours ouverte. Nous avons encore quelques places. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à me contacter. À la fin de cette présentation, il y aura mes coordonnées. Je serai aussi disponible à la fin du webinaire pour répondre à des questions à chaud si vous le souhaitez. Donc maintenant, je vais finir ce webinaire par
par présenter brièvement notre institution, donc la Chambre de commerce France-Suisse, qui est donc le premier réseau d'affaires franco-suisse avec plus de 750 entreprises membres, suisses et françaises, qui représentent un total de plus de 4000 contacts d'affaires. Donc nous existons depuis 126 ans et sommes une association à but non lucratif 100% autofinancée. Nous avons un siège social à Genève et également des antennes à Zurich et à Bâle. Donc, nous sommes vraiment présents sur la Suisse romande comme la Suisse alémanique. Donc, nos trois missions principales, c'est d'une part l'animation et l'information de notre communauté d'affaires franco-suisse, donc par l'organisation d'une cinquantaine d'événements par an sur différentes thématiques, par exemple sur cette rencontre du secteur urbain. D'autre part, nous sommes un relais opérationnel pour les entreprises qui souhaitent s'implanter sur les deux marchés. Donc, nous accompagnons les entreprises dans leurs projets. Nous proposons un certain nombre de services que j'expliquerai dans la slide suivante. Et puis, bien sûr, nous sommes aussi un représentant institutionnel pour nos membres. Donc, pour que vous compreniez un peu mieux notre fonctionnement, voilà une image qui schématise, on va dire, nos pôles d'activité et les services que nous proposons. Donc, nous avons l'activité club, tout ce qui fait vivre notre communauté d'affaires, avec donc les événements, les activités éditoriales également. Ensuite, nous avons un pôle appui administratif et implantation, donc sur toutes les questions de TVA, représentation fiscale et puis l'accompagnement des entreprises sur leurs projets d'implantation. Et puis donc l'appui commercial avec 4 pôles, on va dire 4 services sur l'e-commerce, la franchise, la croissance externe et puis les opérations collectives. Et puis enfin, notre pôle promo salon qui réalise la promotion de plus de 20 salons professionnels en Suisse. On pourra passer à la slide suivante. Voilà, donc là, assez brièvement, pour vous montrer notre comité de soutien qui représente un beau panel finalement d'entreprises issues des services, de l'industrie, de banques. Là, ce sont des entreprises qui nous font confiance, qui nous soutiennent depuis maintenant plusieurs années. Et donc, on est vraiment fiers de pouvoir compter sur eux. Donc voilà, pour moi, ce sera tout. Merci en tout cas pour votre intention. Et puis surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la CCI France-Suisse dans sa globalité ou sur donc l'événement qu'on organisera donc le mercredi 30 septembre à Lausanne. Merci. Merci beaucoup, Juliette. Alors, on va passer à la phase questions-réponses. J'ai eu 2 questions pendant le webinaire, donc plus particulièrement pour vous, Madame Rabinovitch. Donc là, effectivement, vous nous avez exposé le projet Malais, hein, qui est relativement quand même complexe. Hein. On voit tout ce que ça implique, un projet d'une telle ampleur avec ses étapes et tous les différents domaines d'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités de développement que celles que vous nous avez présentées tout à l'heure? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, je vous ai présenté un des grands projets. J'ai dit qu'il y a énormément de grands projets au sein de ces projets d'agglomération. Mais il faut savoir aussi que dans cet objectif d'accueillir environ 75 000 nouveaux habitants en 15 ans, il y a déjà dans tous les cantons, mais aussi dans les périmètres des projets d'agglomération, des terrains qui sont aujourd'hui affectés, comme on dit en Suisse, en zone d'habitation mixte, c'est-à-dire des terrains sur lesquels il est possible aujourd'hui de déposer un projet et obtenir un permis de construire. Alors, je l'ai dit comme si c'était très simple, mais effectivement, on est vraiment sur des terrains qui ne doivent pas passer par des concours d'architecture pour avoir une vision forcément, qui ne doivent pas passer surtout par ces processus d'affectation du sol, qui sont des processus coûteux
coûteux en temps et en ressources. Donc, on a aujourd'hui un potentiel dans des terrains déjà affectés, que ce soit pour construire une deuxième maison sur un même, donc pour vous montrer l'échelle. Donc, ça peut aller aussi de construire des surélévations des bâtiments parce qu'on n'a pas exploité tous les droits à bâtir. Donc, on est sur un terrain qui permet une densité plus élevée que ce qui est construit actuellement. Ça, il y a beaucoup en Suisse. Hein. Il faut savoir que c'est un pays où, effectivement, la densité de certains quartiers, mis à part les grands centres-villes, elle est encore très en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir dans des zones urbaines. Donc, on a un potentiel exploité, comme je dis, que ce soit par des marchés du marché des rénovations, du marché de construire un deuxième bâtiment, peut-être dans une même parcelle, peut-être des parcelles vides, quelques parcelles vides, puisqu'effectivement complètement vides, il n'y en a pas énormément, mais il y a effectivement où on peut déjà déposer des projets et construire. Et là, par contre, la relation, effectivement, elle est directe avec les communes. Effectivement, on dépose un permis de construire toujours à l'échelon communal. C'est la commune en Suisse, en fait, canton de Vaud, qui délivre le permis de construire. Donc oui, il y a des opportunités plus immédiates, je dirais, bon, déjà dans le marché du logement, mais dans d'autres marchés également. D'accord. Et alors là, justement, j'ai une autre question qui vient d'être posée. Justement, pour une entreprise française qui souhaiterait donc candidater avec les prescripteurs de ces projets, comment faut-il procéder? Alors, comment faut-il procéder? Il n'y a pas une démarche unique. Je pense que vous avez donné un peu quelques clés. C'est-à-dire, il y a différents types de marchés, effectivement. Il y a des marchés qui sont des marchés publics ouverts dans lesquels il y aura des mises au concours. Ces mises au concours, que ce soit pour un marché de services, que ce soit pour un marché de la construction ou vraiment d'autres types de marchés, de la réalisation, sont publiés sur un site qui s'appelle IMAP, en fait, CIMAP, tout ce qui vient de l'État. C'est-à-dire, lorsque vous voulez, une entreprise veut déposer un projet lorsqu'il s'agit d'un marché ouvert, donc ils le font, tout est publié sur ce site et puis on peut directement déposer l'offre dans ce site-là. Après, beaucoup, comme vous l'avez dit, se passe par des réseaux, effectivement. C'est-à-dire, si on est dans le marché des études, c'est-à-dire tout ce qui est la planification, tout ce qui est les projets pour les bureaux, s'il y a des bureaux d'aménagistes qui écoutent, ils comprennent un tout petit peu à quel marché je m'adresse. Tout ceci, en principe, il faut, pour pouvoir entrer, c'est souvent parce qu'on fait partie d'un groupement, comme vous avez dit, Claire, parfaitement, c'est-à-dire c'est un pays des réseaux, c'est-à-dire parce qu'on a offert à un moment donné une prestation, qu'elle a été convaincante, et puis que finalement on nous retient comme un candidat potentiel, que peut-être une deuxième fois, on va faire appel à nous. Et dans ce cadre-là, je dirais qu'effectivement, il y a 2-3 consignes absolument à respecter. Comme vous avez dit, c'est un marché très exigeant. Qu'est-ce que dans le domaine de l'aménagement du territoire exigeant veut dire? Il faut démontrer une connaissance du marché local, une connaissance des exigences. C'est-à-dire, on a des normes, on a des procédures, on a des processus qui sont différents. Et souvent, on hésite énormément, même au canton, justement, on s'est dit, allons chercher des bureaux français parce qu'au moins, c'est-à-dire pour sortir un petit peu de notre cercle connu, pour avoir des idées nouvelles, mais on est parfois un petit peu freiné parce qu'il nous faut des gens qui connaissent vraiment, qui sachent vraiment faire la traduction. On ne peut pas la faire nous. Donc, qui connaissent, je pense que dans le marché francophone, parfois, c'est presque plus risqué parce qu'il y a cette tendance à croire que parce qu'on est francophone et qu'on parle la langue, on dit la même chose. Et en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Alors, quand une entreprise française qui va en Suisse allemande, tout de suite, va se rendre compte de cet écart culturel, ne ce soit que par la langue, elle ne va pas forcément le faire lorsqu'elle va traverser et puis chercher un marché en Suisse romande. Et nous, on voit toujours effectivement ces difficultés. Bon, les délais sont précieux, effectivement. Un jour et une heure, c'est un jour et une heure et ce n'est pas le lendemain 3 heures plus tard. Effectivement, il y a des questions culturelles qui sont importantes. Donc, je dirais, pour y arriver, peut-être aller aussi voir les présentations qui se font, donc des consultations publiques, il y a des événements publics qui se font pour commencer à comprendre un petit peu quelles sont les possibilités du marché et s'approcher, je dirais, des bureaux locaux qui souvent cherchent à s'associer
parfois, les entreprises de construction vont chercher en sous-traitance, effectivement, certaines prestations et elles vont plus facilement les donner à des prestataires français, pourvu de nouveau que ces prestataires français connaissent la réglementation, les normes, la normative, les modes, les exigences en qualité. Les exigences en qualité sont différentes. Et effectivement, comme vous l'avez dit, si on offre une bonne première prestation, après, effectivement, on est un partenaire reconnu quelque part. Sur du long terme, oui, ça c'est fondamental dans la relation d'affaires, de faire tout de suite bonne expression et puis d'assurer en fait cette qualité de service pour un marché qui est effectivement très exigeant et qui a des attentes en termes de qualité de service et de produits qui sont extrêmement hautes. C'est toujours cette limite entre montrer la compétence et pas être, nous on a un terme qu'on utilise, il ne faut pas être trop cavalier. Donc, on ne peut pas entrer trop vite. C'est le terme cavalier en canton de Vaud, tout le monde parle ça. Il faut pas être, quand on est trop cavalier, c'est pas vraiment dans la nature vaudoise. Non, c'est sûr, mais ça l'est pas tellement non plus, je dirais, dans la culture suisse, donc à la culture suisse non plus. Donc, c'est vrai que c'est effectivement important de prendre son temps et de s'armer de patience. Et d'où aussi la nécessité de se faire accompagner par des experts locaux, hein, véritablement, lors d'une implantation ou de développement d'un projet en Suisse. Ça, on vous le recommande très fortement. Je pense que voilà, merci beaucoup en tout cas Madame Rabinowicz. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc on a vu l'attractivité du marché suisse, hein, qui offre un fort potentiel, qui est porteur de véritablement de très beaux projets innovants, performants dans le domaine de l'aménagement urbain, hein, qui laisse entrevoir des perspectives qui sont extrêmement encourageantes pour l'avenir. Voilà, on a essayé pendant ces 45 minutes de vous donner un aperçu un petit peu plus précis du marché suisse, de ses spécificités interculturelles, des nouveaux projets qui sont en train de naître et de se développer sur le marché. Juliette et moi-même, on reste à votre disposition, hein, si vous avez des questions un petit peu plus précises, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la discussion, on est volontiers à votre écoute. Le webinaire a été enregistré, donc j'imagine qu'il sera également disponible en replay sur la plateforme du Booster Forum. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.